Bonsoir tout le monde. On a le plaisir de vous accueillir ici pour un symposium sur l'imagerie cardiaque non invasive, le scanner et l'IRM. Je vais vous parler du scanner au début et dans une deuxième partie, mon collègue Cédric Lehner, cardiologue, va vous parler de l'IRM. Alors, le CT des artères coronaires. C'est le plan que je vous propose. Une petite introduction, un rappel anatomique sur les artères coronaires, après une large partie sur les indications au coro-CT. Après, pour ceux qui ne connaissent pas le scanner, une partie intéressante qui parlera du déroulement de l'examen. Un petit point sur la technique qu'on utilise ici chez nous au CIMED. Quelques exemples et une petite conclusion. Alors, il est important d'insister sur le fait que le CT des artères coronaires, c'est un examen qui étudie la morphologie des artères coronaires et non un examen fonctionnel. Et c'est un des seuls examens, ou c'est le seul examen qui permet l'analyse de l'anatomie et l'évaluation de la qualité des artères coronaires, l'existence ou non de sténoses qui peuvent mener à une angine de poitrine ou un infarctus. Pour certaines indications, le coro-CT, dans une certaine partie de la population, remplace une coronarographie invasive. Ce qui est important de préciser, c'est que la technique et surtout la préparation du patient est primordiale pour avoir un examen de bonne qualité. Alors, un rappel anatomique, les artères coronaires, comme le nom l'indique, forment une couronne autour du cœur avec un sillon atrioventriculaire par lequel passe l'artère coronaire droite et l'artère circonflexe et une anse antérieure qui est principalement constituée de l'artère interventriculaire antérieure. Une image que j'ai prise d'un scanner qu'on avait fait montre bien cette couronne avec l'artère coronaire droite, ici, l'artère circonflexe, l'artère interventriculaire antérieure. Les artères sont localisées dans la graisse épicardique et donnent naissance à deux types de branches, branches de surface et branches perforantes qui alimentent le septum pour les branches perforantes. L'origine des artères coronaires, donc elles émergent du sinus aortique, aussi communément appelé sinus de Valsalva, qui se trouve juste immédiatement au-dessus de la valve aortique. Elles sont perfusées en diastole et leur diamètre varie. Au début, elles sont plus larges et puis après, elles deviennent plus petites, mais environ 5 mm ou moins. Une image d'un autre scanner qui montre justement l'émergence des artères coronaires. Ici, le tronc commun du réseau gauche et ici, l'artère coronaire droite. La dominance des artères coronaires, de l'arbre coronaire, généralement, c'est une dominance droite, c'est-à-dire que c'est l'artère dont émerge l'artère de la paroi diaphragmatique, donc la paroi inférieure du cœur. Dans une petite minorité des cas, c'est une dominance mixte, donc une partie alimentée par l'artère coronaire droite et une autre par l'artère circonflexe du réseau gauche. Et ça s'appelle une circulation équilibrée et dans un peu plus de cas, dans 10% des cas, c'est une dominance uniquement gauche. Les indications au coro-CT, beaucoup d'indications. Ça, c'est les indications un peu les plus importantes. Un examen de dépistage pour les patients qui n'ont pas de symptômes, mais qui présentent des facteurs de risque cardiovasculaire. Une autre population qu'on peut bien étudier avec le coro-CT, ce sont les patients symptomatiques, mais qui présentent un risque faible ou intermédiaire pré-test,
Je vous expliquerai ça juste après. Ou d'autres patients qui ont un syndrome coronaire aigu stable, qui ne montrent pas de modification à l'électrocardiogramme et qui ont des troponies normales dans le bilan sanguin. Une autre partie qu'on peut étudier au coro-CT, ce sont des patients avec des douleurs thoraciques chez qui on ne peut pas réaliser de test fonctionnel ou que le test fonctionnel n'est pas contributif, par exemple pour des pathologies ostéo-articulaires du genou, par exemple, ou de la hanche. Des patients chez qui une chirurgie cardiaque est prévue pour un bilan de l'arbre coronaire, par exemple avoir une chirurgie pour valve, ou une suspicion d'anomalie coronaire chez les patients peut-être un petit peu plus jeunes. On peut aussi bien contrôler les pontages aortocoronariens chez les patients qui ne présentent pas de symptômes, mais chez qui le contrôle du pontage est souhaité. Contrôle de stent, un petit peu plus difficile à cause d'artefacts, mais aussi bien possible en fonction de... On peut faire des reconstructions où on arrive mieux à voir la chose. Et des indications plutôt rares, c'est le suivi de transplantés cardiaques. Alors le coro-CT a une excellente sensibilité et très important, une valeur prédictive négative chez le patient symptomatique, qui est de l'ordre de 95 à 99%. C'est vraiment le plus du coro-CT. Et donc c'est un excellent outil pour exclure une coronaropathie de façon plus ou moins définitive chez un patient chez qui on fait l'étude scanographique et on retrouve des coronaires tout à fait normales, sans plaques et sans sténose. Donc la valeur prédictive négative, elle est aussi dépendante bien sûr de la prévalence d'une maladie X dans la population. Comme on sait que les coronopathies, c'est quand même quelque chose de plus ou moins fréquent comparé à d'autres pathologies, on a quand même une large population qu'on peut étudier. Si le coro-CT s'avère tout à fait normal, donc comme je vous ai dit, la valeur prédictive négative est très haute, approchant même 0% de chance d'avoir vraiment une coronopathie en cas d'un examen normal. Alors quand on dit pré-test, qu'est-ce que ça veut dire basse, intermédiaire et élevée? C'est défini comme ça un peu dans la littérature qu'une probabilité pré-test entre 10 et 90%, c'est une probabilité intermédiaire. Une probabilité basse, c'est en dessous de 10%. Une probabilité haute, c'est plus de 90%. Et c'est vraiment ces deux catégories qui nous intéressent au coro-CT, les patients avec une probabilité pré-test faible et intermédiaire. Donc on voit ici que les patients asymptomatiques, la probabilité pré-test, elle est donc dans la catégorie qui nous intéresse pour pouvoir faire un coro-CT. Même les patients avec des douleurs thoraciques atypiques pour une angine de poitrine, c'est très bas ou intermédiaire. Ça, c'est aussi la catégorie qu'on peut bien examiner au scanner. Même la catégorie avec des angines de poitrine possibles, ça n'excède pas le risque intermédiaire. Et même dans la catégorie symptômes angine de poitrine, mais patients jeunes, on reste dans la catégorie intermédiaire qui fournit donc cet excellent score de valeur prédictive négative du scanner en cas de coronaropathie, de coronaire tout à fait normal au CT. Ça, c'est un petit tableau qui vous résume la fiabilité de l'imagerie non invasive pour caractériser ou détecter ou diagnostiquer une coronaropathie. On voit que le CT cardiaque, le CT des artères coronaires est quand même, de par ces deux chiffres, sensibilité et spécificité, plus haute que les autres types, modalités d'imagerie qui sont aussi possibles.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas le scanner, le Coro-CT, ça peut être intéressant. Donc le principe général, c'est que la réussite de l'examen est vraiment dépendant de deux techniques qui sont la technique qu'on utilise au scanner et des facteurs qui sont vraiment propres au patient, c'est-à-dire surtout la fréquence cardiaque et la possibilité du patient d'effectuer une apnée consécutive le plus longtemps possible, idéalement 20 à 30 secondes. Et en cas d'utilisation d'une bonne technique, ça permet vraiment d'avoir des artères coronaires qu'on arrive à suivre vraiment jusqu'en distalité et vraiment qu'on arrive à très bien caractériser avec les logiciels qu'on utilise. On demande à ce que le patient soit à jeûne le jour même de l'examen. Dans la littérature, on parle aussi de 3 heures avant, mais nous, on préfère leur demander d'être à jeûne le jour même. Généralement, on fait les CT cardiaques le matin, donc ils n'ont juste pas à déjeuner et puis à venir. On exclut les contre-indications habituelles aux produits de contraste, bien sûr l'insuffisance rénale en principal. Et on met une bonne voie veineuse de bon calibre pour qu'on puisse donner un bon débit de produits de contraste au niveau du pli du coude. On pose les électrodes ECG pour voir le rythme cardiaque pendant l'examen. On les connecte. Et pendant qu'on fait tout ça, on informe le patient. Ça, c'est les techniciens chez nous qui s'en chargent, qui font ça très bien, qui informent le patient, qui expliquent vraiment le procédé de l'imagerie. Et si le patient comprend la chose, la probabilité que la participation du patient soit bien, que la compliance soit bien, est bien plus élevée. On le met en confiance, on lui montre les apnées à faire, et de ce fait, on réduit généralement l'augmentation de la fréquence cardiaque qui peut arriver au moment de l'injection du produit de contraste. On lui explique les importances des apnées et on effectue des apnées plusieurs fois avec le patient. Comme ça, le patient il s'habitue et il sera capable de répéter l'apnée pendant l'acquisition des images. Donc, comme je vous ai dit, l'inspirium, 30 secondes, c'est idéal. 20 secondes, c'est aussi acceptable. Le but aussi pendant les apnées, c'est de voir si le rythme cardiaque change. Il tend généralement un petit peu à diminuer, ce qui est bien pour l'acquisition des images. Et aussi voir la régularité du rythme cardiaque pour décider quel type d'acquisition d'images on va réaliser. Comme je vous l'ai dit, donc, la diminution de la fréquence cardiaque, elle est cruciale. Ça permet d'avoir des meilleures images et ça simplifie aussi grandement l'interprétation après l'acquisition des images pour évaluer le calibre des artères. Pour cela, on donne généralement du bêta-bloquant, Peros, 1 heure avant le début de l'examen. On regarde quel est l'effet sur la fréquence cardiaque. Et puis, ce qu'on peut aussi faire, ce que certains centres font, c'est donner des dérivés nitrés pour essayer de dilater les artères coronaires afin de mieux voir et de rendre l'analyse des artères coronaires plus simple. C'est l'objectif, donc d'améliorer la visualisation surtout en périphérie. Et on vérifie bien sûr les précautions et les contre-indications avant de donner ça aux patients. Une image de scanner au CIMED avec lequel on arrive à faire de très belles images. Le patient est bien centré dans la gantry. Il lève les bras pour éviter les artefacts. Et ici, on voit le rythme cardiaque qu'on arrive bien sûr à voir aussi sur la console du scan depuis l'ordinateur de commande. La technique,
On arrive à faire des coupes très fines de 0,6 mm, donc on est vraiment en dessous du millimètre. Cela permet de bien caractériser vraiment dans tous ces détails les artères coronaires. On injecte du produit de contraste suivi d'un bolus de sérum physiologique pour un petit peu laver les artefacts au niveau des cavités cardiaques droites. Le traitement est réalisé sur un logiciel spécial qui va de pair avec le CT qu'on a. Alors les deux types d'acquisition qui sont possibles, c'est l'acquisition séquentielle ou axiale, avec une synchronisation prospective au rythme cardiaque, et un mode spiralé avec une synchronisation rétrospective. Le mode séquentiel, vous le voyez ici, en fait, l'acquisition, elle se fait toujours pendant la diastole, pendant le milieu de la diastole, en plusieurs segments, ce qui fait que sur l'image qu'on a, on voit différentes bandes. Ça, c'est un segment qui a été acquis, et après, pendant une autre diastole, on a acquis ce segment ici, et pendant une autre diastole, on a acquis ce segment ici. Tout ça en une apnée, donc si le patient n'arrive pas à tenir l'apnée, ça risque de bouger, d'avoir des marches d'escalier, des artefacts qui sont très embêtants, mais la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Dans l'acquisition spiralée ou hélicoïdale, elle est bien plus irradiante, c'est celle-ci. On fait une acquisition complète, et puis a posteriori, on reconstruit les artères au moment de la diastole. C'est moins sensible à l'arythmie et c'est plus adapté aux patients qui ont un rythme cardiaque assez élevé. Pendant la technique, on fait un topogramme, on marque la partie qui nous intéresse au niveau du cœur, puis après on prend une coupe de référence passant par ici environ, et comme ça on arrive à voir quand le produit de contraste arrive au niveau des cavités cardiaques gauches et puis après de l'artère, et c'est à ce moment-là qu'on lance l'acquisition, une acquisition crânio-caudale avec donc des cavités cardiaques gauches et des artères coronaires qui sont très opacifiées. Ce qu'on peut aussi faire, c'est un score calcique, c'est-à-dire un score, on évalue le score des artères coronaires sans injection de produit de contraste, ce qui est corrélé à la survenue d'événements coronariens dans les années à suivre. Pour ceci, on fait une acquisition native et puis on regarde où il y a les calcifications et à quel endroit elles se trouvent. Et avec un logiciel spécialisé, on les entoure comme ça et puis on calcule un score. L'ordinateur, le logiciel calcule un score, il fait une addition et puis ça donne un score qui est indicatif du nombre de plaques calcifiées que le patient a. Puis le score calcique est donc corrélé au risque d'événements cardiovasculaires dans les années à suivre. Plus il est bas, mieux c'est. Donc là, il y a vraiment une corrélation entre le risque et les plaques qu'on arrive à détecter au scanner. Ça, on peut le faire en plus de l'acquisition avec contraste pour évaluer les sténoses. La dose effective, elle était très haute il y a quelques années. Maintenant, elle est bien plus basse. Avec le mode séquentiel que je vous viens d'expliquer, on arrive à avoir 2 à 3 millisieverts, ce qui est quand même moins qu'une coronographie juste diagnostique. On voit ici les chiffres que j'ai trouvés dans la littérature. Le mode spiralé est environ 2 fois plus haut que le mode séquentiel, mais quand même encore plus bas que la coronographie diagnostique. Qu'est-ce qu'on analyse? On analyse la dominance de l'arbre coronarien. On regarde s'il y a une anomalie congénitale qui aurait pu passer inaperçue chez le patient. Bien sûr, la question principale, c'est une occlusion, une sténose éventuelle. Et puis on peut analyser le reste, c'est-à-dire la taille des cavités cardiaques, le péricarde pour voir s'il y a des calcifications éventuelles, l'aorte, le calibre de l'aorte, l'existence ou non d'un épanchement péricardique, et voilà. Ça, c'est un exemple d'un coro-CT qu'on a fait. Je vous ai montré l'image avant, ça c'est l'image animée.
on arrive vraiment à tourner autour de l'aorte et de bien vraiment visualiser les artères coronaires aussi jusque dans la distalité. Hein. Ça, c'est une vue axiale classique. On voit ici l'artère coronaire droite qui est de bon calibre. Et puis, on voit vraiment que la cavité cardiaque gauche est plus opacifiée que la droite. Et on verra le tronc commun ici, avec l'IVA et la circonflexe. Donc on voit vraiment que ça peut faire des images très régulièrement, le plus souvent de très bonne qualité, qui permet de voir si le contraste ne passe pas et qu'il y a une occlusion ou une sténose. Ça, c'est des belles images MPR du même patient. On arrive à tourner autour et de la regarder dans tous les sens pour voir si éventuellement il y a une sténose qui ne serait passée inaperçue sur le mode axial que je viens de vous montrer. Ça, c'est l'IVA et l'artère circonflexe gauche. Et l'artère coronaire droite. On analyse les plaques, c'est-à-dire on regarde leur topographie, la localisation, distribution et l'étendue. On peut voir si c'est une plaque mixte, une plaque calcifiée ou une plaque molle. Et puis on peut voir si c'est une morphologie circonférentielle ou excentrée. On peut vraiment la caractériser. Avec ici, par exemple, une plaque molle qu'on arrive bien à distinguer, avec une sténose assez importante. Mais non une occlusion parce que le produit de contraste passe très bien. Et ce patient, on peut l'envoyer faire une coronographie thérapeutique par la suite, sur la base du coro-CT. Pour la quantification des sténoses, on dit que c'est une sténose significative en dessous de 6 mm², une sténose serrée en dessous de 2 mm². Généralement, on essaie de les quantifier en pourcentage du calibre normal, entre 50 et 70, et significatif à plus de 70%. Ça, c'est une image du logiciel qu'on utilise pour analyser les artères coronaires. On peut utiliser tous les modes spécifiquement, et puis on peut vraiment aplatir le vaisseau et suivre avec cette barre pour voir s'il y a vraiment un rétrécissement et de combien est le rétrécissement. J'ai un agrandi juste après. Là, c'est un patient avec un stent. Je vous avais dit qu'on arrivait aussi à voir les stents. Et on voit ici qu'il y avait une calcification, une occlusion en fait, du stent due à une plaque calcifiée. Ça, c'est juste un agrandi pour montrer que vraiment on arrive à analyser les intrastent, ce qu'on arrive à voir. Et puis ça, c'est dont je vous parlais juste avant, c'est l'aplatissement du vaisseau avec lequel on arrive vraiment à calculer le diamètre normal et puis la chute là au niveau de la calcification. J'arrive à ma conclusion. Donc, le rôle principal du coro-CT, c'est vraiment l'évaluation des artères coronaires chez une population à risque faible ou intermédiaire. Je vous ai montré le tableau juste avant, c'est vraiment une très large population. L'avantage, c'est la valeur prédictive négative du CT pour la coronopathie en cas d'artère coronaire normale. Et la possibilité d'évaluer les sténoses et le degré de sténose et puis de faire suivre le patient par la suite pour une coronographie thérapeutique. Je vous remercie.